Bonjour à tous, donc nous allons regarder donc la fiche de cours chimie organique et nouveaux matériaux, donc au niveau première S. Donc quelques rappels donc donc en grand 1 sur les groupes caractéristiques pour introduire les groupes donc les fonctions aldéhyde, cétone et acide carboxylique. Donc en seconde, on a vu que les groupes caractéristiques c'était dans une molécule organique donc tout ce qui n'était pas que du C et du H. Donc là aujourd'hui dans ce chapitre, on va voir qu'il y a deux groupes caractéristiques importants pour définir les aldéhydes, les cétones et les acides carboxyliques. Vous avez ici le groupe carbonyle. Donc c'est un C double liaison O relié ici donc à un radical 1 et un radical 2. Si jamais ce groupe carbonyle donc est situé en bout de chaîne, c'est-à-dire à l'extrémité d'une molécule, avec une formule générale de type R égale R C double liaison OH, ou alors écrit en formule un peu plus compacte RCHO ou RCHO. Donc dans ce cas-là, vous avez ce qu'on appelle un aldéhyde. Le groupe carbonyle étant bout de chaîne, il n'est pas à l'intérieur de la molécule. Par contre, si ce groupe carbonyle donc, est situé à l'intérieur d'une molécule, avec ici un groupe radical R, un R', mais vous voyez qu'ici le C et le O étaient plutôt au milieu, ou en tout cas à l'intérieur d'une molécule, et il faut que R et R' soient différents de H. Donc dans ce cas-là, vous avez ce qu'on appelle une cétone pour la classe fonctionnelle, donc la fonction cétone et aldéhyde. Donc en fait, ces deux classes fonctionnelles possèdent le même groupe caractéristique, le groupe carbonyle, attention avec un N. Par contre, si ce groupe est placé en bout de chaîne, c'est un aldéhyde, donc comme ici par exemple. Et si jamais le groupe carbonyle est situé donc en milieu de chaîne ou à l'intérieur d'une chaîne, donc dans ce cas-là, vous formez ce qu'on appelle une cétone. Le groupe carboxyle, lui, donc attention à ne pas confondre, carbonyle, carboxyle. Donc dans le groupe carboxyle, c'est C, double liaison O, OH. Donc dans ce cas-là, on définit ce qu'on appelle les acides carboxyliques. Et donc ce groupe carboxyle donc, est noté donc, en formule semi-développée R, C, double liaison O, OH. Ou alors en formule compacte R, CO2H. Donc là par exemple, vous avez donc un acide carboxylique avec 4 atomes. Donc on verra que ce sera l'acide butanoïque. Ensuite, au niveau de la nomenclature, donc on a déjà vu dans une précédente fiche de cours la nomenclature des alcanes et des alcools. Donc on va voir qu'il va y avoir certaines similitudes donc avec les aldéhydes, les cétones et les acides carboxyliques. Donc on vous dit, le nom d'un aldéhyde, d'une cétone ou d'un acide est obtenu de la manière suivante. Donc cherchez la chaîne carbonée la plus longue qui contient l'atome de carbone engagé dans la double liaison C double liaison O. Donc ça veut dire que par exemple, dans cette molécule-là, il faudrait repérer donc la carbone qui a ici donc la double liaison C double liaison O, et repérer la chaîne carbonée qui contient ce carbone. On vous dit nommer cette chaîne carbonée principale avec la racine de l'alcane correspondant en remplaçant le E de l'alcane donc par le suffixe al pour les aldéhydes, on pour les cétones et oïque pour les acides carboxyliques. Dans le cas des cétones, le suffixe donc, est précédé par le numéro de l'atome de carbone du groupe caractéristique en choisissant le plus petit numéro possible suivant le sens de numérotation. Donc comme pour les alcools, il faut donc au niveau du choix de numérotation, le carbone qui contient le groupe ici carbonyle, la liaison C double liaison O, soit avec le numéro le plus faible possible quand vous commencez donc à choisir la numérotation de votre chaîne. Ensuite, pardon, ensuite, on vous dit ajouter en préfixe de ce nom donc les éventuels noms des groupes hydrocarbonés de la même manière que vu précédemment dans les alcones et les alcanes. Dans le cas des acides carboxyliques, le nom commence par le nom acide. Donc en gros, ajouter en préfixe les éventuels noms groupes hydrocarbonés, ça c'est pour les ramifications. Donc une fois que vous avez numéroté votre chaîne, il suffit de regarder si les groupes carbonés, donc les groupes hydrocarbonés, donc, ou les groupes ou les ramifications que vous mettez, elles sont sur tel ou tel numéro, et combien de carbone elles contiennent. Donc on va montrer quelques exemples. Alors par exemple, pour l'aldéhyde, vous avez ici une molécule qui s'appelle le 3-méthylbutanal. Alors on va essayer de comprendre. Donc la chaîne carbonée la plus longue qui contient le C double liaison O ici, c'est bien cette chaîne-là. Ensuite, on a, une fois qu'on a repéré cette chaîne, alors que vous preniez celle-là ou alors celle-là, c'est pareil, sauf que dans ce cas-là, ça serait ce groupe CH3 qui deviendrait une ramification, ce qui ne change pas grand-chose. Ensuite, il faut numéroter. Donc soit vous commencez par 1 ici, soit vous commencez par 1 ici. Vous voyez qu'ici, ils ont commencé par 1 parce qu'on doit minimiser le numéro du carbone qui possède la double liaison O. Donc une fois qu'on a mis 1 ici, ben on va 2, 3, 4. Et ensuite, on voit quoi? On voit qu'on a donc 4, c'est butane. Ensuite, vu que c'est un aldéhyde, donc c'est du butanal. Et ensuite, forcément, le groupe ici est en première, en extrémité de chaîne, donc c'est forcément un butanal, il n'y a pas de numéro. Ensuite, vous voyez que sur cette chaîne carbonée, vous avez une ramification portée par le carbone 3.
Et cette ramification, donc c'est un groupe qui contient un seul atome de carbone, donc un groupe méthyle. Donc c'est le 3-méthylbutanal. Donc pour nommer une molécule, commencez toujours ici par la chaîne carbonée, ensuite mettez, si vous voulez, donc le suffixe correspondant donc à la fonction, et ensuite regardez les ramifications. Ensuite l'acétone. Alors ici on vous dit que c'est le pentane de Hahn pour cette molécule-là, même chose, on recherche la chaîne carbonée la plus longue. Donc ici c'est bien la chaîne linéaire ici, qui contient 5 carbones, c'est pour ça que c'est un pentane. Ensuite, le carbone, pour la numérotation, soit on commence par 1 ici, soit on commence par 1 là. Si on commence par 1 ici, vous voyez que le numéro du carbone ici, qui comportera la double liaison C, double liaison O, sera numéroté 4, alors que si on commence par 1 ici, ce carbone sera numéroté 2. Donc c'est pour ça qu'on choisit cette numérotation 1, 2, 3, 4, 5. Et donc on a une pentane, 5 carbones, avec -2-on pour indiquer que le C double liaison, la fonction donc liée à la fonction carbonyle, elle est portée sur le carbone 2. Ensuite, pour les acides carboxyliques, donc là vous avez donc le groupe carboxyle. Vous avez ici une chaîne carbonée, donc ici si vous commencez donc à numéroter par le carbone numéro 1, ici, et forcément ici le carbone numéro 2, donc c'est une chaîne carbonée à 2 carbones, c'est pour ça que c'est éthane, éthanoïque. Il n'y a pas de ramification ici, et donc c'est un acide qu'on met devant, acide éthanoïque. Ensuite, oxydation des alcanes et des aldéhydes. Alors, on vous dit l'oxydation ménagée d'un alcool primaire conduit à la formation d'un aldéhyde. Donc c'est-à-dire que si vous avez un alcool primaire, donc je vous rappelle qu'un alcool primaire, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, c'est un alcool où le carbone ici relié au groupe OH est relié à un seul carbone. Donc ici le groupe radical, vous voyez, c'est pour ça qu'ici ils ont mis 2 H. Donc s'ils ont mis 2 H, ça veut dire qu'ici il y a forcément un seul carbone. Ensuite, donc là ça donne un aldéhyde. Donc oxydation d'un alcool primaire donne un aldéhyde. Ensuite, l'oxydation ménagée d'un alcool secondaire conduit à la formation d'une cétone. Donc un alcool secondaire, c'est un alcool où le carbone qui porte le groupe hydroxyle, lui, est relié à 2 carbones. Donc ici, on forme une cétone. Donc on formera la cétone ici, RC, double liaison O, R'. Et enfin, un alcool tertiaire ne peut pas s'oxyder de manière ménagée. Alors un test caractéristique des aldéhydes ou des cétones, c'est le test à la 2,4-DNPH qui, en présence d'aldéhyde ou de cétone, donc forme un précipité jaune-orangé, donc ici qu'on forme ici lorsqu'on ajoute dans le tube témoin de la 2,4-DNPH un aldéhyde ou une cétone. Donc ça c'est l'oxydation donc des alcools. Donc on répète, oxydation, alcool primaire, aldéhyde forme un aldéhyde, oxydation, alcool secondaire forme une cétone, et les alcools tertiaires, eux, ne peuvent pas être oxydés. Ensuite, on regarde donc la demi-équation redox donc des couples aldéhyde alcool primaire ou cétone alcool secondaire fait toujours intervenir 2 électrons. Donc par exemple, on vous dit ici, là vous avez donc l'acétone donc qui plus 2 H plus 2 électrons donne ici l'alcool. Donc si on se rappelle du cours sur le chapitre précédent, hein, donc on est sous des demi-équations du type oxydant plus électron donne réducteur. Donc on voit bien ici que l'acétone donc est un oxydant et que l'alcool est un réducteur. Ensuite, pour l'oxydation d'un aldéhyde. Donc l'aldéhyde peut encore être oxydé. Donc l'oxydation ménagée d'un aldéhyde conduit à la formation d'un acide carboxylique de même chaîne carbonée. Donc par exemple, si vous avez un aldéhyde, RC''H, vous pouvez, en le faisant réagir avec un oxydant, former l'acide carboxylique qui serait donc de même chaîne carbonée, c'est-à-dire RC''OH. Donc concrètement, on remplace ici l'hydrogène par un groupe hydroxyle. La demi-équation donc de ce couple acide carboxylique aldéhyde fait intervenir aussi 2 électrons. Vous avez ici l'acide carboxylique plus 2H plus 2 électrons donne ici l'aldéhyde et H2O. Donc dans ce couple-là, on voit bien qu'on a l'oxydant plus les électrons donne le réducteur. Donc c'est bien un couple acide carboxylique aldéhyde. Alors vous remarquerez une chose importante. Si on part d'un alcool, ce qui est important de comprendre, c'est que si on part d'un alcool, ici, l'alcool primaire peut former un aldéhyde en s'oxydant. Et l'aldéhyde peut lui-même former en s'oxydant un acide carboxylique. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en gros, si vous mettez ici un alcool primaire
et vous mettez un oxydant. Mais si vous mettez un oxydant en fort excès, donc ça veut dire qu'il va oxyder donc tout l'alcool et donc le transformer a priori en aldéhyde. Et vu qu'il est en excès, ça veut dire qu'il en restera. Et donc, si vous le mettez en fort excès, ça veut dire que l'aldéhyde qui sera formé pourra aussi être oxydé donc par l'oxydant en excès pour former donc l'acide carboxylique. Donc c'est pour ça que ici, il faut bien retenir une chose. Si vous mettez donc un alcool primaire ici et que vous mettez vous l'oxydez avec un oxydant, mais vous mettez l'oxydant en excès, en fort excès, dans ce cas-là, vous allez former l'aldéhyde, puis ensuite, comme on l'a vu en dessous, vous allez former l'acide carboxylique. Si vous mettez ensuite, par contre, un alcool primaire avec un oxydant qui, lui, dans ce cas-là, serait pas en excès, donc ça serait le limitant, dans ce cas-là, vous formeriez l'aldéhyde et on s'arrêterait à l'aldéhyde. Donc vous voyez bien qu'en fonction des alcools, donc on peut former un aldéhyde et si jamais on met en excès l'oxydant, on peut former jusqu'à l'acide carboxylique. Par contre, donc pour l'acétone, ça restera une cétone. Et enfin, un alcool tertiaire, lui, comme toujours, il ne peut pas être oxydé. Ensuite, analyse des données physico-chimiques. Donc on vous dit, la méthode de synthèse, donc une synthèse organique, on l'a déjà rappelé, se déroule généralement donc en trois étapes, transformation, traitement, identification. Et généralement, quand on vous donnera plusieurs modes opératoires, il faut choisir donc en fonction des différentes propriétés physico-chimiques des espèces mises en jeu, que sont la solubilité, les températures de changement d'état, d'évaporation, la toxicité et bien entendu l'inflammabilité. Caractéristiques acides des acides carboxyliques. Comme son nom l'indique, un acide carboxylique donc, est une espèce qui est acide car en solution aqueuse, donc elle abaisse le pH de la solution. Donc ça c'est lié aux propriétés donc, du groupe carboxyle. Ensuite, solubilité et pH. Les acides carboxyliques, donc de petites chaînes carbonées qui font moins de 4 carbones, sont très solubles dans l'eau. Donc cela s'explique par le fort caractère polaire du groupe hydroxyle ici. Donc vous avez un groupe RCOOH qui est un groupe polaire. Donc la possibilité en plus du groupe carboxyle de se lier par liaison hydrogène avec l'eau. Donc là vous avez un très bon exemple. Ici vous avez une liaison, donc comme on l'a vu, au niveau des électronégativités. L'oxygène est très électronégatif ici et ici. Donc ce qui crée donc un petit delta moins sur l'oxygène et un delta plus comme on l'a vu donc sur l'hydrogène. Vous pouvez lier spatialement donc l'oxygène de l'eau avec l'hydrogène de l'acide carboxylique par liaison hydrogène. Et donc ce qui fait que si vous pouvez les lier avec l'hydrogène avec l'eau, ça augmente la solubilité. Donc on vous dit ici l'acide pentanoïque, donc 5 carbone, il a une solubilité de 0,39. Donc la formule ici, donc il est soluble. Le pentanoate de sodium, qui est donc par contre lui, qui est la base associée à cet acide, donc dans ce cas-là il a une solubilité infinie. L'acide benzoïque, vous voyez ici, donc il y a déjà beaucoup plus de carbone ici, vous voyez 6, et on a une solubilité qui est quand même beaucoup plus faible. Et enfin le benzoate de sodium, lui, qui est donc la base associée à cet acide, est assez soluble dans l'eau. Alors tout ça pour une raison simple, les ions sont toujours beaucoup plus solubles donc, dans l'eau parce qu'ils sont solvatés par les molécules d'eau du fait que les molécules d'eau donc, sont des molécules polaires et peuvent peuvent en plus faire des liaisons hydrogènes entre elles, donc, mais ça on l'a vu dans le précédent chapitre. Ensuite, par contre, la solubilité donc, décroît rapidement au fur et à mesure que la chaîne carbonée s'agrandit. En effet, plus ce groupe-là est un groupe polaire et qui peut faire des liaisons hydrogènes, ce qui fait que les acides carboxyliques sont généralement solubles. Mais si la chaîne carbonée contient beaucoup donc, de carbone, donc ça veut dire que les chaînes carbonées, on l'a vu aussi dans les chapitres précédents, donc sont dans ce cas-là apolaires et n'ont plus ou moins d'affinité avec l'eau. Ce qui fait que leur solubilité décroît fortement si les chaînes carbonées, les acides sont élevés. En raison de leur caractère ionique, donc ce qu'on vous dit, les ions carboxylates RCO-, qui sont les ions associés qui se forment à partir de réactions acido-basiques par rapport aux acides carboxyliques, eux, ils sont beaucoup plus solubles en tout cas que les acides carboxyliques. Enfin, donc là ici on va vous donner un exemple de la synthèse donc, de l'acide benzoïque qui peut se faire à partir du benzaldéhyde selon la réaction suivante. Donc on met du benzaldéhyde, un aldéhyde. On le fait réagir avec les ions hydroxyde, on forme des ions benzoates notés A- et de l'alcool benzylique noté B. À l'issue de la transformation, l'étape de traitement est réalisée, schématisée ci-dessous. Donc quand vous faites réagir ces deux réactifs, vous allez obtenir donc ces deux produits en solution aqueuse. Alors, si on les extrait à l'éther diéthylique dans une ampoule à décanter. Donc, dans une ampoule à décanter,
l'ion benzoate étant donc un ion, il restera en solution aqueuse puisqu'il va être très soluble en solution aqueuse et il va être absolument pas soluble dans l'éther diéthylique, ce qui ne va pas être le cas de l'alcool benzylique qui lui sera très peu soluble en solution aqueuse puisqu'il y a un groupe ici qui est très fortement apolaire et donc il va avoir tendance à vouloir aller dans l'éther diéthylique. Donc ensuite, une fois que vous aurez mis cet éther diéthylique, donc vous aurez une phase organique qui contiendra donc l'ion benzoate noté à moins et de l'eau, et la phase organique contiendra donc l'alcool plus l'éther diéthylique. Ensuite, si vous ajoutez un acide un acide chlorhydrique par exemple, donc dans ce cas-là, l'ion benzoate va se transformer donc en acide, formation de AH, donc on aura en fait l'acide benzoïque qui précipitera donc sous forme donc en filtration. Donc s'il précipite dans la solution aqueuse, on pourra le séparer du reste donc en faisant une filtration. Dans ce cas-là, on pourra récupérer l'acide benzoïque. Ensuite ici, sur la phase organique, si vous avez donc obtenu par extraction donc l'alcool benzylique et l'éther diéthylique. Et bien pour récupérer donc l'alcool, c'est lui qui nous intéressait, il suffit d'évaporer le solvant à l'évaporateur rotatif. Donc l'évaporateur rotatif, c'est un composé, c'est un outil très utilisé en chimie, donc qui, en faisant chauffer à une température relativement peu élevée, de l'ordre en tout cas moins que la température d'évaporation de l'eau, permet d'évaporer les solvants. Donc les solvants comme l'éther diéthylique qui ont généralement des températures d'ébullition relativement faibles. Ensuite, le rendement d'une synthèse. Donc on appelle rendement d'une synthèse le rapport de la quantité de matière de produit effectivement obtenu sur la quantité de matière max qu'on pourrait obtenir dans le cas d'une transformation complète d'un traitement sans perte. Donc concrètement, R égale N effectif sur N max. Donc N effectif c'est en mol, R max c'est en mol, et R, le rendement est sans unité. Il est toujours inférieur ou égal à 1 et peut être exprimé en pourcentage si vous le multipliez par 100. Pour calculer le N max, on pourra judicieusement utiliser un tableau d'avancement ou alors utiliser et avoir bien compris les proportions stoichiométriques qu'il y a entre les réactifs pour trouver le réactif limitant. Donc concrètement, N effectif, c'est forcément quelque chose qui vous est donné, que vous avez pesé à la fin ou qui vous est indiqué, et N max s'obtient juste par le calcul en fonction donc, des quantités de matière que vous avez mis les réactifs. Vous calculez la quantité de matière maximale qu'on devrait obtenir, donc si la réaction est complète et qu'il n'y a pas de perte de matière, vous divisez les deux et normalement vous obtiendrez un nombre qui est inférieur ou égal à 1. Ensuite, dernière partie, molécules biologiquement actives et nouveaux matériaux. Donc on vous dit que les nouveaux matériaux ont des propriétés physiques qui dépendent de leur structure microscopique, c'est-à-dire de leur composition, de leur arrangement, de leurs constituants. Alors quelques exemples, les solides cristallins, céramiques, donc sont des matériaux organisés, donc on définit ici les matériaux organisés, partiellement organisés, désorganisés. Alors les plastiques sont des matériaux qui sont partiellement organisés, donc c'est-à-dire selon une échelle de temps. Une échelle spatiale, pardon. Les matériaux qui sont complètement désordonnés, ce qu'on appelle les matériaux amorphes. Alors synthèse, pour obtenir donc un matériau organisé, il faut donc un lent refroidissement après une éventuelle cuisson et une longue mise en forme. En gros, l'organisation donc des espèces qui constituent le matériau prend du temps. Ensuite, pour obtenir un matériau partiellement organisé, donc il faut des procédés très divers selon les propriétés physiques souhaitées. Donc concrètement, ça, c'est un tableau qui vous dit qu'en gros, on peut trouver un peu tous les procédés en fonction du matériau qu'on veut former. Ensuite, pour les matériaux désorganisés, par exemple, il faut un refroidissement brutal. Le meilleur exemple étant la formation du verre, le verre que vous avez sur vos vitres. Donc c'est un matériau qui est amorphe, complètement désorganisé, car il a été refroidi. C'est de la silice, chauffé à haute température, et refroidi de manière brutale. Ensuite, les structures microscopiques. Dans les matériaux organisés, donc vous avez des atomes, des ions, des molécules qui sont régulièrement rangés sur une échelle spatiale relativement élevée. Pour donc les matériaux partiellement organisés, ce sont des molécules ordonnées dans les zones cristallines et en désordre dans les zones amorphes. Donc en fait, ça peut être organisé, c'est ordonné dans les zones cristallines s'il y a des zones cristallines, et si vous avez en même temps des zones amorphes, donc là c'est le désordre. Donc c'est le désordre ici que vous retrouvez dans les matériaux désorganisés où les atomes et les ions sont totalement désordonnés. Au niveau des propriétés physiques macroscopiques, donc la fusion, elle a une température bien précise pour les matériaux organisés. La fusion, elle a un intervalle de température sur les matériaux partiellement organisés. Et enfin, généralement, les matériaux désorganisés ont rarement de température de fusion.
On vous dit enfin que la nanochimie s'intéresse aux réactions et aux organisations des molécules à l'échelle du nanomètre. Je vous rappelle qu'un nanomètre, c'est un milliardième de mètre, c'est-à-dire 10 puissance moins 9 mètres. Voilà, j'espère que cette relecture vous sera utile.